Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. Et nous poursuivons notre édition spéciale ce matin. Europe 1 est en direct de Kiev, en direct Thomas Soto, Jean-Pierre Elkabbach. Oui, Maxime, vous le disiez, on a peut-être un accord qui a été trouvé, c'est en tout cas ce qu'estime le gouvernement ukrainien. Jean-Pierre Elkabbach, on va avoir la réponse côté français tout de suite avec vous. Eh bien, c'est un direct exceptionnel. Nous sommes à Kiev et on le sait depuis ce matin. Laurent Fabius, bonjour. Bonjour. Vous venez d'arriver en Chine. Merci d'être avec nous. Encore une fois, c'est exceptionnel. Et vous avez négocié toute la journée d'hier jusqu'à 23 heures avant de prendre l'avion pour la Chine avec Yanukovych, le président, et avec ses opposants. Est-ce qu'on peut dire que les négociations sont achevées et qu'on va vers un compromis? Non, il faut rester au conditionnel. Nous avons convenu avec à la fois le pouvoir ukrainien et avec l'opposition ça va être un peu décevant pour vous, mais de ne pas communiquer avant que tout soit effectivement bouclé. Et l'opposition en particulier veut pouvoir consulter un certain nombre de ses mandants, ce qui est tout à fait compréhensible. Ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, on a négocié toute la journée et la nuit. Plus de 5 heures avec M. Yanukovych, plusieurs heures avec l'opposition, ensuite les uns et les autres ensemble, que tous les sujets ont été abordés, c'est-à-dire à la fois comment mettre fin aux violences, quid de ce qu'on appelle la Constitution de 2004, quid des élections, enfin l'ensemble des sujets, que c'est dans une atmosphère que vous vivez, puisque là vous êtes à Kiev, extrêmement difficile, puisque hier il y a eu des dizaines et des dizaines de morts, et que le pays est ou était, je ne sais pas comment il faut dire, au bord de la guerre civile. J'étais entouré de mes deux collègues et amis, le ministre des Affaires étrangères de Pologne et celui d'Allemagne, et je pense que c'est bien que l'Europe ait été très active dans tout cela, mais par rapport à la question principale qui vous intéresse, je pense qu'on ne peut rien dire de définitif avant la fin de la matinée. Mais il y a eu des avancées, Laurent Fabius. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Oui, vous avez dit que vous... Oui, lesquels? Vous disiez tout à l'heure que vous avez parlé de la violence. Est-ce que le président est prêt à arrêter la violence? J'ai dit que quelques-uns des sujets qui ont été abordés. Et vous savez, dans ce genre de situation, tant que les choses ne sont pas effectivement faites, il faut rester très prudent. Notre souhait, c'est évidemment qu'un accord soit trouvé, parce que, je répète, c'est l'avenir même du pays qui est en cause, avec, vous le sentez à Kiev, une tension extraordinaire. Extraordinaire. Exceptionnelle. Bon, on est dans une à tout moment, ça va basculer dans la violence, c'est le chaos. Exactement. À nouveau. Et hier et toute la nuit, quand on était en train de négocier, c'était quasiment dans un bunker, dans une atmosphère de bunker. Mais ça, c'est la situation. Donc, je crois qu'il faut rester prudent parce que, d'une part, une convention a été passée entre nous de ne rien dire avant que les choses soient définitives. Et d'autre part, elles ne sont définitives que quand tout le monde quand elles le sont. Donne son accord. Et donc, il faut le respecter. Très bien. Mais Laurent Fabius, c'est un accord entre les différentes parties d'Ukrainiens avec la bénédiction ou la présence de l'Union européenne que vous avez représentée avec Sikorski et l'Allemand Steinmeier. Bien sûr. C'est un accord entre eux. Exactement. Et on va vers des... Le projet, c'est d'un côté le pouvoir, M. Yanukovych, de l'autre l'opposition, les trois ministres, dont le ministre français qui représente l'Union européenne, et un représentant russe. Oui, et il y aura des élections anticipées si tout va bien en 2014. Non, mais je ne veux pas être plus précis là-dessus, vous le comprendrez. Je crois que quand des conventions ont été passées, elles doivent être respectées. Oui. Pour les Européens, Laurent Fabius, quel doit être le rôle de la Russie? Est-ce qu'elle est partie prenante? Ou est-ce qu'elle a été consultée? Ce qu'il faut bien comprendre, mais ça c'est une réflexion plus générale, c'est qu'il ne faut pas, s'agissant de l'Ukraine, dire l'Ukraine doit ou bien choisir la Russie ou bien l'Union européenne. Ce n'est pas du tout la réalité. La réalité, vous la vivez sur le terrain, c'est que l'Ukraine est évidemment en Europe, mais les Ukrainiens, par
parle russe et toute une partie du pays est non seulement russophone mais extrêmement russophile et d'autres sont plutôt vers l'Union européenne. Mais il faut, si on veut garder l'intégrité de l'Ukraine et lui permettre son développement, qu'il n'y ait pas d'opposition entre ces deux réalités géographiques et historiques. Et c'est ça qu'il faut essayer de construire dans le futur. Je vous dis pas que c'est facile, mais c'est ça qu'il faut essayer de construire dans le futur. Et puis il y a évidemment une évolution très très profonde du régime à opérer. Parce que jusqu'à il y a quelques jours, l'une des questions qui était posée, c'était est-ce que c'est l'accord d'association, etc. Enfin, vous avez entendu parler de ça. Mais dans les derniers jours, la question qui est posée, c'est la question du régime. Vous le sentez bien. Et donc, c'est tout cela qu'il faut essayer de faire avancer. Mais je répète, restons prudents tant que les choses ne sont pas complètement faites. Oui, et qui s'annonce ce matin. Mais aujourd'hui, Laurent Fabius, l'histoire va peut-être choisir la paix civile, le chemin vers la démocratie, peut-être des élections. Elle doit choisir la paix civile. Les Ukrainiens que nous soutenons, que nous aimons, à côté desquels nous sommes, ont le droit à la paix et au développement. C'est un pays magnifique, porteur potentiellement de grandes richesses. Et donc, il faut aller vers ça. Et ça a été tout l'effort de l'Union européenne. Maintenant, nous ne pourrons pas, à nous seuls, conclure un accord. S'il doit être conclu, il ne peut l'être que si toutes les parties prenantes sont d'accord. Là, vous êtes en voiture, vous êtes en route vers la place Tiananmen. Oui, vous allez rencontrer le président Xi Jinping. Bon, il a été d'ailleurs extrêmement plus qu'aimable parce que je devais partir la veille pour la Chine. Compte tenu de ce qui se passait en Ukraine, le président Hollande m'a demandé, il a eu tout à fait raison, de me rendre en Ukraine. Et donc, on a négocié toute la journée, une grande partie de la nuit, et vous serez fixé à la fin de la matinée. Merci à vous, Laurent Fabius, et bon séjour en Chine. Avec nous, la réaction, au revoir, la réaction de deux Ukrainiens, tout de suite Svetlana Zalichuk et vous, Constantin Sigov. Vous étiez hier à 7h15, et je vous écoutais, j'étais à Paris, avec Thomas Soto. Mais entre-temps, il y a eu 80 morts, il y a eu un bain de sang. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous avez entendu avec moi, Laurent Fabius, on va vers le compromis et vous le soutiendriez? Oui, absolument. Aujourd'hui, on doit passer à une république parlementaire et pas présidentielle, selon la Constitution de 2004. On doit élire librement et démocratiquement un nouveau gouvernement. On doit faire une lustration de tous les cadres qui ont été impliqués dans ce conflit violent. Et puis, ce passage... 80 morts entre deux entretiens, 24 heures, indique bien que le pays est changé. Et ça veut dire qu'on n'est plus dans l'opposition Est-Ouest, on est dans l'opposition entre le peuple démocratique et le pouvoir usurpé. Donc je crois là-dessus, l'Ukraine, encore une fois, entre Est-Ouest, sera unanime pour choisir les valeurs des droits de l'homme, les valeurs européennes. Et ça, c'est ce que les opposants sont en train d'étudier, que vont peut-être présenter dans la matinée sur la place Maïdan. Et il y a ce compromis possible avec le président en place. Vous pensez qu'il y aura de nouvelles élections? Vous les voulez? Absolument. Et dès cette année? Il faut absolument anticiper les élections dès cette année au plus tôt possible. Et alors, comment vous faites pour... convaincre les irréductibles que nous avons vus hier et que l'on voit sur la place Maïdan, qui sont casqués, radicalisés, qui ont des gourdins, des barres de fer? Comment vous les convainquez d'être désarmés et de jouer la paix civile? La chose la plus convaincante, c'est le passage à l'acte à une vraie situation démocratique dans le Parlement et dans le pays. C'est une chose la plus convaincante parce que les gens sont armés pour la paix. Uniquement, ce n'est pas de la rhétorique, c'est de la réalité. Ils vont laisser les armes très librement à partir du moment qu'on voit qu'une vraie liberté est incarnée et mise en place politiquement. Et est-ce que les chefs de l'opposition en Ukraine ne sont pas débordés, dépassés par justement ces hommes qui sont déterminés, qui ont été ceux qui ont poussé avec dureté, présence, l'évolution vers ce qui est en train de se passer? La nuit dernière montre bien qu'il s'agit d'une autodéfense démocratique de la société civile.
Donc là-dessus, arrêtons-nous une rhétorique d'extrémistes à Kiev. Ce n'est plus vrai. Oui. Est-ce que vous estimez que l'Union européenne, avec Laurent Fabius, Sikorski le Polonais et l'Allemand Steinmeier, ont bien travaillé dans l'intérêt de l'Ukraine? Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent c'est aussi une forme d'ingérence des Européens dans les affaires de l'Ukraine? Non, ça n'a rien à voir avec l'ingérence. Il s'agit d'un vrai pas, des premiers pas courageux. Il ne faut pas céder maintenant, il ne faut pas revenir à une politique du manque de courage. Au contraire, il faut avancer, c'est pour le bien d'Ukraine et pour toute l'Europe. Oui, et vous pensez que ça va se calmer aujourd'hui? Parce que ce qui a été remarquable et que nous l'avons constaté, c'est que la longue médiation d'hier a permis en tout cas une phase d'accalmie sur la place Maïdan. On a vu le pouvoir qui a retiré ses berkoutes, on a vu les opposants reconstituer leurs forces, les barricades, et être plutôt dans une phase d'apaisement, pour le moment. Maïdan n'est pas du tout dans la logique de la vengeance, il est dans la logique de la justice vraie. Donc il faut rétablir la justice, il faut vraiment faire illustration, il faut passer à la justice tous les crimes commis ces derniers jours et ça va donner la paix. Et revenons à la logique de justice et paix. Svetlana Zalichuk, vous vous occupez d'une ONG dans votre pays, vous parlez plutôt le français. Il y a un suspense encore de quelques heures. Qu'est-ce que vous attendez de l'accord qui a été probablement conclu, longuement négocié et conclu? Aujourd'hui, on choisit vraiment entre la guerre civile, la confrontation civile et la paix. Quel que soit le compromis, même s'il est faible, même si on a beaucoup de prétentions à ce compromis, le compromis c'est beaucoup mieux que la guerre civile. Et pour moi, on attend que le feu sera cessé, qu'on va arrêter à tirer, que les gens vont revenir chez eux en vie. Des deux côtés, on va arrêter de tirer? Et vous pouvez répondre aussi en français parce que vous parlez un peu le français. Je parle très mal, trop mal pour parler en français. Mais... Essayez. Merci beaucoup. Mais je préfère d'être traduit, s'il vous plaît. Donc, pytanie było щодо... Так, я очікую, що якщо реально буде досягнуто домовленостей між президентом і опозицією за участі за модерації міжнародного l'intermédiaire de l'Union européenne, je pense qu'on peut avoir un accord. Pourquoi, Svetlana, il y a tant de haine entre vous, Ukrainiens? Pourquoi? Я думаю, що ненависть це результат насправді. Je pense que la haine c'est le résultat des jeux politiques qui ont lieu dans le haut échelon du pouvoir. Les gens ils se battent pas entre eux. Réellement les gens ils se battent contre le système. C'est vraiment une illusion de la haine. Oui, vous croyez, Constantin? Attendez, on n'est pas à Rwanda, il ne s'agit pas d'opposition des deux oui, mais entre vous faites 80 morts dans une journée. Ce n'est pas le Rwanda, heureusement, mais ce sont des signes tragiques et meurtriers. Mais attendez, il s'agit une bande de gangsters peut faire 80 morts, il suffit que 3 bandits ont des kalachnikovs. Il ne s'agit pas d'opposition entre deux parties des Ukrainiens du peuple, au contraire, il s'agit vraiment d'une bande de bandits qui a pris l'avion et qui essaie de le faire chantage. Donc, encore une fois, il ne faut pas arrêter l'idée du haine entre les Ukrainiens. Les Ukrainiens sont là pour défendre... C'est ce que vous avez montré. Vous êtes à la tête d'une ONG, Svetlana. Qui la finance? Les deux donateurs internationaux. Et vous pensez qu'il y aura, Constantin et Svetlana, un changement, que c'est possible d'avoir un changement à travers des élections ici et que le système se débarrassera des corrompus, des tricheurs et de tous ceux qui ont profité sur le dos des Ukrainiens de la situation du pays? C'est tout à fait possible et nécessaire. Il faut passer à l'acte, je crois, avec la mobilisation démocratique qu'on a actuellement dans le pays. On peut vraiment faire une vraie illustration. Il faut tout simplement incarner, mettre en forme
immense élan de ethos éthique en Ukraine. Voilà, nous sommes tout près de la place Maïdan, on entend encore les discours parce qu'ils sont là ininterrompus de jour et de nuit. L'avenir de l'Ukraine se joue dans les heures qui viennent. Il est en quelque sorte suspendu. Il peut s'enfoncer à nouveau dans la violence et dans le chaos. On entend les interlocuteurs et les orateurs. Ou trouver une solution et des perspectives, c'est ce que vous croyez? Absolument, la solution est tout proche. Il faut maintenant avoir encore du courage pour poursuivre et pour ne pas céder à un chantage de part et des autres. Le courage, vous l'avez, les Européens ont montré qu'ils avaient du courage. Merci Jean-Pierre Elkabbach. On vous retrouvera à Paris dimanche. Dimanche à Paris avec Bernard Tapie qui sera l'invité, il a beaucoup à dire. Voilà, ça sera à 10h avec Europe 1, évidemment, iTélé et Le Monde.